23 mars 1945. À l'aube, le maréchal Bernard Law Montgomery se tient prêt à lancer l'opération Plein D. La traversée du Rhin, soigneusement planifiée, qu'il prépare depuis des mois. 1 million d'hommes, 4000 pièces d'artillerie. Un bombardement aérien massif. Censé être l'effort principal des Alliés, l'opération qui percera le cœur de l'Allemagne. Soudain, son aide lui remet une interception radio. La troisième armée a traversé le Rhin à Oppenheim hier soir. Tête de pont sécurisée. Perte minime. Montgomery pâlit. Patton, ce satané cow-boy américain, a traversé 12 heures avant le début de la préparation minutieuse de Montgomery. Sans préparation d'artillerie, sans troupes aéroportées, juste des vedettes d'assaut dans l'obscurité. Et Bradley a déjà divulgué l'information à la presse. Il est temps de voler la vedette à Montgomery. Voici l'histoire de la rivalité qui a marqué l'offensive finale en Allemagne et ce que Montgomery a réellement dit lorsque Patton l'a battu de l'autre côté de la Rhin. La rivalité entre le maréchal Bernard Law Montgomery et le lieutenant-général George Smith Patton Jr., couvé depuis l'Afrique du Nord, s'intensifia en Sicile et atteignit son paroxysme en mars 1945. Il représentait des approches fondamentalement différentes de la guerre, des cultures militaires nationales différentes, et peut-être plus important encore, des personnalités différentes qui s'affrontaient à chaque occasion. Montgomery, le commandant britannique le plus célèbre, incarnait le professionnalisme méthodique. Il croyait en une planification minutieuse, une préparation rigoureuse et n'attaquait que lorsque le succès était pratiquement garanti. Ses victoires à l'Alamine et en Normandie avaient été obtenues grâce à une organisation méticuleuse, un appui d'artillerie massif et une exécution patiente. Montgomery ne prenait jamais de risques. Il estima que Patton représentait la philosophie opposée, agressive, impulsive et méprisante. À la guerre défensive, il croyait que la vitesse et l'audace comptaient plus qu'une préparation parfaite. Sa traversée de la France en août 1944, couvrant plus de 400 km en semaine, avait fait de lui le plus commandant militaire renommé. Patton jouait constamment au hasard. Il attaquait sans relâche et méprisait ce qu'il considérait comme l'approche prudente et réfléchie de Montgomery. En mars 1945, les deux commandants se tenaient sur la rive ouest du fleuve Ryan, dernier rempart naturel majeur protégeant l'Allemagne. Le commandant suprême, le général Dwight David Eisenhower, avait donné à Montgomery la priorité pour le franchissement principal du Ryan. L'opération Plein D serait la pièce maîtresse des opérations alliées. Une bataille rangée d'envergure impliquant les forces britanniques, canadiennes et américaines du 21e groupe d'armée de Montgomery, soutenue par la plus grande opération aéroportée. Depuis le jour J, Montgomery planifiait l'opération Plein D depuis janvier. Il rassembla près d'1 million de soldats sur un front de 20 mètres près de Wesel. Il positionna 4000 pièces d'artillerie pour assurer un bombardement préliminaire dévastateur. Il coordonna avec la première armée aéroportée alliée le largage de 2 divisions aéroportées derrière les lignes allemandes. Il amassa des montagnes de matériel de pontage, de munitions, de carburant et de ravitaillement. Tout serait parfaitement organisé. Rien ne serait laissé au hasard. La troisième armée de Patton, quant à elle, s'était vue confier un rôle de soutien. Après avoir percé la ligne libérée de Zgf et mené la campagne dévastatrice de sauvetage en mer, Sarre, dans le Palatinat, la troisième armée avait atteint la Rhin près de Minala. Mi-mars, les instructions d'Eisenhower au général Omar Bradley étaient claires. Patton pourrait franchir la Rhin lorsqu'il l'atteindrait. Mais l'effort principal restait l'opération Plongeon de Montgomery, prévue pour le 23 mars. La rivalité s'intensifia lorsque Patton apprit la date de la traversée de Montgomery. Pour Patton, le maréchal britannique incarnait tout ce qui n'allait pas dans la structure de commandement allié. Montgomery progressait lentement. Il exigea la priorité pour les approvisionnements, les renforts et la concentration opérationnelle. Il insista sur une préparation minutieuse avant l'attaque. Et, à l'instar de Patton, Eisenhower accéda à plusieurs reprises à ce que Montgomery souhaitait. Le mépris de Patton était à la fois personnel et professionnel. Dans des conversations privées et dans son journal,
Il évoquait Montgomery avec un mépris frôlant l'obsession. Monty devint synonyme de prudence excessive, de préparation excessive et de recherche de la gloire sans résultat à la hauteur. Le fait que Montgomery ait commandé les forces américaines et britanniques pendant la bataille des Ardennes, lorsque l'offensive allemande brisa les lignes alliées, avait profondément irrité Patton et Bradley. Montgomery, quant à lui, considérait Patton comme imprudent et indiscipliné, et dangereusement cavalier avec la vie des soldats. Le commandant britannique estimait que les forces américaines manquaient de l'entraînement et de la sophistication tactique des troupes britanniques. Il considérait les commandants américains, Patton en particulier, comme trop prompts à attaquer sans préparation adéquate, ce qui entraînait des pertes inutiles. L'approche méthodique de Montgomery avait minimisé les pertes britanniques tout au long de la guerre. Il ne voyait aucune raison de changer. Bradley, commandant le 12e groupe d'armées, qui comprenait à la fois la 3e armée de Patton et la 1re armée du lieutenant-général Courtney Hood, se retrouva priante. Son supérieur britannique et son subordonné agressif. Bradley connaissait Patton depuis West Point. Ils étaient amis, bien que Bradley trouvât parfois Patton épuisant. Plus important encore, Bradley partageait la frustration américaine face aux exigences de priorité de Montgomery et à sa tendance à s'attribuer le mérite des succès alliés. Lorsque Bradley donna à Patton, le 19 mars, l'autorisation de franchir le Rhin à l'improviste, les deux commandants en comprirent les implications. Si Patton parvenait à traverser avant l'opération de pillage élaborée de Montgomery, cela démontrerait que les forces américaines n'avaient pas besoin de mois de préparation ni de ressources considérables pour obtenir des résultats. Cela justifierait la philosophie offensive de Patton et ce n'est pas un hasard, cela embarrasserait Montgomery. Le 21 mars 1945, la 3e armée de Patton se tenait sur la rive ouest du Rhin, près de Mines, venant de terminer la campagne dévastatrice du Palatinat. En 9 jours, la 3e armée avait capturé 68 000 prisonniers, tués ou blessés, 99 000 soldats allemands et conquis 16 740 km² de territoire. La résistance allemande à l'ouest du Rhin s'était effondrée, mais la rivière elle-même, large de près de 300 mètres, au courant rapide et aux défenses allemandes préparées sur la rive demeurait un obstacle redoutable. Patton se rendit au front le 21 mars et inspecta les sites de passage potentiels, près de la ville d'Oppenheim, à environ 16 km. Au sud de Mines, la Rhine semblait moins lourdement défendue. Les forces allemandes, encore sous le choc du désastre du Palatinat, n'avaient pas eu le temps d'établir des positions solides. Les renseignements ne faisaient état que de unités dispersées et désorganisées sur la rive. Patton prit sa décision. Sur le champ, nous traverserons ce soir, dit-il, au major général Monton Eddy, commandant le corps thématique du comté. Pas de préparation d'artillerie, pas de publicité. Traversons simplement. Eddy protesta qu'il était impossible d'organiser une traversée en bonne et due forme aussi rapidement. Patton le coupa. Je ne veux pas d'une traversée en bonne et due forme. Je veux un pont. Établissez une tête de pont ce soir et nous l'étendrons demain. Mais Patton préparait ce moment depuis août dernier. Lors de sa progression à travers la France, il avait ordonné à son état-major de rassembler des bateaux d'assaut, du matériel de pontage et des véhicules amphibies. Ces approvisionnements avaient suivi la 3e armée pendant des mois de campagne. Lorsque Patton atteignit le Rhin, tout le nécessaire pour la traversée était déjà sur place, à l'abri des regards du quartier général allié. Le timing était crucial. L'opération blindée de Montgomery était prévue pour commencer dans la nuit du 23 mars. Si Patton traversait le 22 mars, il devancerait Montgomery d'au moins 12 heures, mais la traversée devait réussir. Un échec aurait justifié la méthode de Montgomery et aurait publiquement embarrassé Patton. Le major général Leroy Irouin, commandant la 5e division d'infanterie, reçut l'ordre d'effectuer la traversée. Ces soldats, vétérans de combats brutaux, à travers la ligne Siegfried et les soldats du Palatinat étaient expérimentés, aguerris et prêts. À 22 heures,
Le 22 mars, la première embarcation d'assaut glissa silencieusement dans le Rhin à Oppenheim. La traversée était extrêmement risquée. Aucune artillerie n'avait bombardé les positions allemandes. Aucun bombardement aérien n'avait affaibli les défenses. Les soldats traversèrent à la rame dans l'obscurité, s'attendant à tout moment à être pris sous le feu des projectiles et des mitrailleuses. Mais les défenseurs allemands sur l'autre rive n'étaient que des vestiges épars de divisions dévastées. La plupart étaient plus intéressés par la capitulation que par le combat. À minuit, le 11e régiment d'infanterie avait établi une tête de pont sur la rive. À l'aube du 23 mars, 3 régimes d'infanterie et des troupes de soutien avaient traversé. Les ingénieurs commencèrent à construire des pontons. La traversée avait réussi avec des pertes remarquablement légères, moins de 30 morts et blessés, lors de l'assaut initial. 7 heures le 23 mars, Patton appela Bradley. La conversation devint légendaire. Brad ne le dit à personne, mais « Je suis passé », dit Patton. Bradley fut stupéfait. « Passé où ?»« Le Rhin », répondit Patton. « J'ai fait passer une division en douce hier soir. Mais il y a si peu de monde dans les parages qu'ils ne le savent pas encore. Alors, ne fais aucune annonce. On gardera le secret, jusqu'à ce qu'on voit comment ça se passe. » Mais la demande de secret inhabituelle de Patton ne dura que quelques heures. Dans l'après-midi, alors que le pont était agrandi et que le succès était devenu certain, Patton appela de nouveau Bradley. Cette fois, son ton était complètement différent. « Brad, pour l'amour du ciel, annonce au monde entier que nous sommes passés. Je veux que le monde sache que la 3e armée a réussi, avant que Monty ne lance son opération. » Bradley comprit immédiatement. Le moment opportun serait humiliant pour Montgomery. Annoncer la traversée de la 3e armée, juste au début de l'opération Plein-D, volerait la vedette au commandant britannique. Bradley, qui partageait la frustration américaine face aux exigences et à l'attitude de Montgomery, prit cette décision. Il publia l'annonce à la presse. Soyons soigneusement programmés pour qu'elle paraisse juste au moment où l'opération de Montgomery commençait. 23 mars 1945, 21 heures. Alors que les forces de Patton étendaient leur tête de pont sur la rivière Rhin, l'opération Plein-D du maréchal Montgomery débutait. Le contraste avec la traversée de Patton était saisissant. Montgomery avait rassemblé la plus grande force militaire jamais concentrée pour une traversée de rivière. La 2e armée britannique, sous les ordres du lieutenant-général Miles Dempsey, et la 9e armée américaine, sous les ordres du lieutenant-général William Simpson, totalisant près d'1 million d'hommes, étaient positionnés sur un front de 20 mètres entre la Rye et la Wesle. Derrière eux se tenaient 4000 pièces d'artillerie, une puissance de feu plus concentrée que celle qui avait soutenu le débarquement du jour J. Le bombardement préliminaire commença à 6 heures du sol. Pendant 4 heures, l'artillerie alliée pilonna les positions allemandes sur la rive. Des milliers de tonnes d'explosifs puissants anéantirent les positions défensives, les tranchées de communication et les points d'appui présumés. Les bombardiers de la RAF attaquèrent Wesel même, réduisant la ville en ruine. Le bombardement était si intense que les soldats sur la rive ouest durent se protéger les yeux des flashs incessants. À 10 heures, les premières vagues d'assaut passèrent. Contrairement à l'opération improvisée de Patton, les forces de Montgomery utilisèrent du matériel spécialisé, des véhicules amphibies, des vedettes d'assaut, organisés par la Royal Navy et des ingénieurs prêts à construire des ponts. En quelques heures, chaque détail avait été planifié, répété, mis en pratique. Simultanément, l'opération Varsity, la composante aéroportée, commença. Plus de 16 000 parachutistes de la 6e division aéroportée britannique et de la 17e division aéroportée américaine furent largués ou atterrirent par planeur à l'est du Rhin. Leur mission, s'emparer de positions stratégiques, perturber les contre-attaques allemandes et faciliter l'avancée des forces terrestres. Il s'agissait de la plus grande opération aéroportée en une seule journée de l'histoire. Dès l'aube du 24 mars, les forces de Montgomery avaient établi plusieurs têtes de pont sur le Rhin.
Les ingénieurs construisirent des ponts de bateaux, avec une rapidité remarquable. Le premier pont était achevé en seulement 6 heures. Chars, artillerie et ravitaillement affluèrent. La résistance allemande, bien que parfois féroce, ne put contenir la force écrasante des Alliés. Sur le plan opérationnel, l'opération Blindé fut un succès spectaculaire. Montgomery avait percé le Rhin, avec des pertes acceptables, sécurisé des positions stratégiques et positionné ses forces pour la progression vers la région industrielle de Ruée. L'opération justifia son approche méthodique, sa planification rigoureuse. Supplémentation des forces, risque minime, mais, sur le plan stratégique et symbolique, Blindé en resta dans l'ombre. L'annonce du passage de Patton par Bradley, au moment même où le pillage commençait, faisait la une des journaux. Les journaux américains célébraient l'audacieux assaut nocturne de la Troisième Armée, sans fanfare ni préparation élaborée. Les journaux britanniques louaient le succès de Montgomery, mais ne pouvaient s'empêcher de mentionner que les Américains avaient traversé la Manche en premier. La réaction de Montgomery, lorsqu'il fut informé du passage de Patton, fut contrôlée publiquement, mais frustrée en privé. Son chef d'état-major se souvint plus tard de Montgomery lisant les communiqués de presse avec une colère visible. Les Américains l'ont encore fait, aurait-il dit. La grandiloquence de Patton a volé la vedette. Ce qui exaspérait particulièrement Montgomery, c'était le récit qui se répandait dans les médias américains selon lequel Patton avait accompli cela en une nuit avec un minimum de préparation et de ressources, alors que Montgomery avait eu besoin de mois d'organisation et d'une force écrasante pour l'exécuter. La comparaison était injuste. La traversée de Montgomery était confrontée à des conditions bien plus difficiles. Le Rhin Afzell était 2 fois plus large, son débit bien plus important, et défendu par des forces allemandes plus conséquentes qu'à Oppenheim. Mais l'équité importait peu. Seule la perception comptait, et la perception soigneusement cultivée par Bradley et Patton était que l'action américaine agressive avait surpassé la planification britannique prudente. Patton avait traversé à la hâte. Montgomery avait nécessité une mise en scène élaborée. Churchill, en visite au quartier général de Montgomery le 24 mars, tenta de minimiser les dégâts. L'opération méticuleusement planifiée du maréchal Montgomery fut un triomphe de l'organisation et de l'exécution, déclara Churchill publiquement. Mais même Churchill, je n'ai pu m'empêcher d'ajouter une pointe d'ironie. Bien que je note que les Américains ont réussi à traverser la rivière avec beaucoup moins de bruit. Les 24 et 25 mars 1945. Les conséquences immédiates des traversées du Rhin ont révélé la profondeur des tensions anglo-américaines. Montgomery, Churchill et l'état-major britannique pensaient que Bradley avait délibérément choisi le moment de l'annonce de la traversée de Patton pour nuire au pillage. Ils avaient absolument raison, a admis Bradley plus tard dans ses mémoires. J'ai annoncé la traversée de Patton à un moment calculé pour atténuer l'impact de la nouvelle de la traversée de Montgomery. Patton Lee avait incité, disant « Je veux que le monde sache que la Troisième Armée a réussi avant que Monty ne commence la traversée. » Le timing était parfait. Alors que les journaux britanniques et américains préparaient leurs articles sur l'opération d'envergure de Montgomery, ils apprirent que Patton avait déjà franchi la Manche. Des choix éditoriaux s'imposaient. Privilégier l'assaut soigneusement planifié de Montgomery ou le coup d'État inattendu de Patton. La plupart des journaux américains choisirent Patton. Les journaux britanniques, plus favorables à leur commandant, durent néanmoins mentionner la traversée américaine. Patton, quant à lui, exploitait la publicité au maximum. Le 24 mars, il visita le pont de bateau que ses ingénieurs avaient construit à Oppenheim. À mi-chemin, il s'arrêta, ouvrit sa braguette et urina dans la rivière Rhin, sous l'œil des photographes qui immortalisaient la scène. « J'attendais ce moment depuis longtemps », annonça-t-il à haute voix. Lorsqu'il atteignit la rive, Patton imita Guillaume, le conquérant, faussant de trébucher, puis en se relevant avec 2 poignées de terre allemande. « Voilà, Guillaume le conquérant », s'exclama-t-il. Plus tard dans la journée, il envoya un message à Eisenhower, chercha « Je viens de pisser. Dans la rivière I. Pour l'amour du ciel, envoyez-moi de l'essence. » Montgomery trouva les
gestes théâtraux de Patton vulgaires et non professionnels. Dans des conversations privées, il exprima son mépris pour ce qu'il considérait comme de la grande agitation américaine. Les Américains sont comme des enfants, aurait-il dit à son état-major. Ils ne peuvent s'empêcher d'attirer l'attention sur eux-mêmes. Mais les plaintes de Montgomery sont contredites par un fait gênant. Patton avait réussi. Eisenhower se retrouva une fois de plus à jouer les médiateurs entre ses commandants britanniques et américains. Il envoya des messages de félicitations à Montgomery et à Patton, louant leurs succès respectifs. 1. Montgomery, il souligna que l'opération blindée demeurait l'effort principal et que la mission du 21e groupe d'armée était stratégiquement vitale. À Patton, il écrivit le 23 mars, « Vous avez fait de votre armée une force de combat dont l'efficacité est inégalée par aucune autre armée de taille équivalente dans le monde. » Mais Eisenhower ne pouvait entièrement cacher sa satisfaction de la performance de Patton. En tant qu'Américain, commandant les forces alliées, il avait subi des mois de critiques britanniques concernant les capacités tactiques américaines, la compétence du commandement américain et l'agressivité américaine. Montgomery avait, à plusieurs reprises, plaidé pour donner la priorité aux forces britanniques sur les armées américaines. Or, Patton avait démontré de façon spectaculaire et publique que les forces américaines pouvaient obtenir des résultats rapides sans des mois de préparation. Le haut commandement britannique reconnaissait avoir été manœuvré politiquement, même si ce n'était pas militairement. Le général Sir Alan Brooke, chef de l', état-major général impérial, écrivait dans son journal « Patton a volé le Thunder de Montgomery, mais il reste à voir si sa traversée aura une importance stratégique. » Le maréchal Lord Alan Brooke ajoutait que la publicité américaine au sujet de la traversée était typique de leur besoin de s'attribuer le mérite de tout. Les journaux britanniques tentèrent de limiter les dégâts. Le Times de Londres en loua l'opération brillamment exécutée de Montgomery, tout en notant que la traversée de Patton s'était déroulée dans un secteur moins défendu et face à une résistance allemande minimale. Mais le récit était déjà établi. Patton avait traversé le premier avec moins de préparation et moins de ressources. Ce que peu reconnaissaient publiquement, c'était l'injustice de la comparaison. La zone d'opération de Montgomery, les traversées du Rhin Nord, étaient confrontées à des conditions bien plus difficiles. Le Rhin à Well était presque 2 fois plus large qu'à Oppenheim. Le débit de l'eau était beaucoup plus important. Les défenses allemandes, bien qu'affaiblies, étaient plus organisées et plus substantielles que les vestiges épars auxquels Patton était confronté. La mission de Montgomery, qui consistait à sécuriser la région industrielle plus rurale, était stratégiquement plus importante que la traversée sud de Patton. Mais les guerres ne se gagnent pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les grands titres, et Patton avait remporté la guerre des grands titres de façon décisive. En avril 1945, alors que les forces alliées franchissaient le Rhin et pénétraient profondément en Allemagne, la controverse immédiate concernant la question de savoir qui avait franchi le Rhin en premier s'estompa, au profit de considérations stratégiques plus larges. Les deux traversées avaient réussi. Toutes deux avaient atteint leurs objectifs. L'Allemagne était en train de s'effondrer. La guerre serait terminée en semaines. Mais l'épisode de la traversée du Rhin a cristallisé les différences fondamentales entre la culture militaire britannique et américaine, et entre Montgomery et Patton personnellement. Ces différences allaient façonner les évaluations d'après-guerre des deux commandants. Les défenseurs de Montgomery, alors, et plus tard, ont soutenu que comparer les deux traversées était fondamentalement injuste. L'opération blindée a été confrontée à des conditions bien plus difficiles et a obtenu des résultats stratégiquement plus significatifs. La planification méticuleuse de Montgomery a minimisé les pertes et a assuré le succès. Son opération a sécurisé l'accès au RER, cœur industriel de l'Allemagne, et a positionné les forces alliées pour l'offensive finale en Allemagne. La composante aéroportée à elle seule représentait une complexité organisationnelle que Patton n'a jamais tentée. Montgomery lui-même,
dans ses mémoires d'après-guerre, a abordé directement la question de la comparaison. La traversée américaine à Oppenheim, bien que tactiquement réussie, n'était pas comparable à l'opération du 21e groupe d'armée. Nous étions confrontés à un terrain nettement plus difficile, à des forces ennemies plus importantes et à une responsabilité stratégique accrue. Le caractère théâtral de la traversée de Patton ne doit pas occulter ces faits. Mais Montgomery ne pouvait pas totalement minimiser l'exploit de Patton. Dans ses mêmes mémoires, il reconnaissait le général Patton possédait des qualités de bravoure et de leadership qui le rendaient exceptionnellement efficace dans les opérations d'exploitation. Sa traversée de la Rhine a admirablement démontré ses qualités. C'était le plus grand éloge que Montgomery pouvait adresser à son rival américain. L'appréciation de Patton à l'égard de Montgomery ne s'est jamais adoucie. Dans son journal et ses lettres, il a maintenu son mépris pour ce qu'il considérait comme une prudence excessive et une préoccupation excessive pour les pertes. Monty voulait être certain du succès avant d'attaquer, écrivait Patton. Je préférais parier et gagner rapidement plutôt que d'attendre la certitude et de laisser l'ennemi se rétablir. Cette différence philosophique a défini leurs approches tout au long de la guerre. Les historiens militaires américains se sont généralement rangés du côté de Patton. Ils ont souligné que la traversée de la Rhine par la 3e armée a démontré la flexibilité tactique américaine, le leadership offensif et la capacité à exploiter rapidement les opportunités. La traversée a validé la philosophie de Patton. Rapidité et audace plutôt que préparation méthodique. Les historiens britanniques ont souligné l'importance stratégique de l'opération. Blindée et la comparaison injuste entre les traversées, effectuées dans des circonstances très différentes. La rivalité entre Montgomery et Patton a révélé des tensions plus larges au sein de la coalition alliée. Les forces britanniques, combattant depuis 1939 et ayant subi de terribles pertes, privilégiaient des opérations prudentes qui minimisaient les pertes. Les forces américaines, arrivant avec une supériorité matérielle écrasante et des effectifs plus frais, pouvaient se permettre des tactiques plus agressives. Les commandants britanniques s'irritaient de la volonté américaine d'accepter des pertes plus importantes dans la poursuite de résultats rapides. Les commandants américains s'irritaient des exigences britanniques de priorité et des critiques des méthodes américaines. Eisenhower, réfléchissant aux traversées du Rhin, dans ses mémoires d'après-guerre, croisade, en Europe, a tenté d'être diplomatique. Les deux opérations ont été un succès admirable. La traversée du général Montgomery était un chef-d'œuvre de planification et d'exécution. Général, la traversée de Patton a démontré la flexibilité et l'opportunisme américains. Ensemble, ils ont atteint notre objectif stratégique, en pénétrant au cœur de l'Allemagne. Mais Eisenhower a reconnu en privé que le moment choisi par Bradley pour l'annonce du brevet était délibéré et politiquement motivé. Dans des conversations avec son chef d'état-major, le lieutenant-général Walter Bedell Smith, Eisenhower a admis que Bradley voulait remettre Monty à sa place. Je ne peux pas dire que j'ai entièrement désapprouvé. Le verdict final n'est pas venu des commandants ni des historiens, mais des résultats. À la fin de la guerre, la 3e armée de Patton avait progressé de plus de 600 km depuis la Normandie, libérée ou conquis 81 522 milles carrés de territoire, et